Binge audio. En ce mois de mai 2024, le monde du cinéma n'a qu'un mot à la bouche, Furiosa. Un mot étrange, je vous l'accorde, mais qui n'est autre que le titre du nouvel épisode de la saga Mad Max et le prénom de son héroïne, incarnée par Anya Taylor-Joy. Presque 10 ans après le choc qu'a été Mad Max Fury Road, qui avait pris tout le monde par surprise en 2015, les attentes envers ce nouveau volet sont grandes. Bon, on jugera sur pièce. En attendant, cette sortie, c'est surtout pour nous l'occasion rêvée de remonter le fil de cette étonnante mythologie, grâce à mon camarade François Caux, qui signe le texte de cet épisode. Je suis Thomas Rozek, et vous écoutez Programme B. Dans la seconde moitié des années 70, l'un des épicentres de la science-fiction mondiale se trouve en France, dans les pages du magazine Métal Hurlant. Des créateurs aussi fondamentaux que Möbius, Drouillet, Mandrika ou Gaza y laissent libre cours à leur imagination sans limite de ton ou de forme. La revue s'écoule à 50 000 exemplaires, s'exporte à l'international et attire son lot d'excentriques. Chaque semaine, son créateur et grand Manitou, Jean-Pierre Dionnet, doit congédier des doudingues aventurés jusqu'aux locaux de la parution. Un jour, il se retrouve face à un énergumène qui se distingue par sa diction et son allure typiquement australienne. Vêtu de bottes, d'un short et d'un chapeau de brousse, il se présente comme un médecin urgentiste et affirme être sur le point de réaliser son premier long métrage. Il précise qu'il adorerait le baptiser Métal Hurlant, en hommage à la revue dont il est fan. Dionnet se dit qu'il a affaire à un énième zozo et le raccompagne gentiment à la sortie. Cet homme, c'est George Miller, et son projet deviendra le premier film de la saga Mad Max. À ce jour, Jean-Pierre Dionnet considère son erreur de jugement comme l'un des plus grands loupés de sa carrière, pourtant assez riche en écarts rock'n'roll. Miller, à l'époque, a une trentaine d'années et arrive tout droit de Sydney, ce qui a son importance. Car depuis la fin des années 60, le gouvernement australien soutient activement la création cinématographique. Et pour cause, l'électrochoc est nécessaire pour relancer une industrie moribonde dont les talents n'attendent que de s'exiler à Hollywood ou en Angleterre. Les nombreuses mesures mises en place se poursuivent au début des années 70 et portent rapidement leurs fruits. Les cinéphiles du monde entier s'extasient devant l'émergence d'une véritable nouvelle vague australienne, avec comme figure de proue les films de Peter Weir, en particulier les fabuleux Pique-Nique à Hanging Rock et La Dernière Vague. Something terrible has happened. 3 of your young ladies end up missing on the rock. What happened? Nobody knows what happened. Les sales gosses, ceux qui aiment le cinéma bis et les itinéraires un peu plus tortueux, se réjouissent eux du versant moins exposé de cette tendance qu'on regroupe sous le mot valise « Ausploitation ». Ausploitation, c'est la contraction des termes Australie et exploitation, exploitation, un qualificatif plutôt péjoratif à l'origine, qui désigne le cinéma de genre. L'Ausploitation, ce sont donc des séries B, souvent fauchées, des films d'action et d'horreur qui tirent formidablement parti des décors naturels hallucinants du continent australien. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, jetez donc un œil au documentaire Not Quite Hollywood de Mark Hartley. Mais revenons à George Miller, qui avec Mad Max, qui sort en 1979, offre à l'Ausploitation son plus grand chef-d'œuvre, ainsi qu'un énorme écho international. George Miller, il s'est formé dans les marges de la nouvelle vague australienne. Il rencontre son compère Byron Kennedy en 1971 sur les bancs de l'université de Melbourne. Alors que Miller se destine à une carrière de médecin, il décide de suivre un cursus supplémentaire sur le cinéma, sa véritable passion. C'est là qu'ils croisent la route de Kennedy et que tous les deux se font la main sur des courts-métrages tournés sur leur temps libre. George réalise, Byron produit, monte et photographie.
Le binôme crée la société de production Kennedy Miller en 1978 pour se lancer dans une aventure à plus grande échelle, en imaginant avec Mad Max un western mécanique dont le script se nourrit des craintes de son temps. Choc pétrolier, péril écologique, crise politique, démission des autorités et j'en passe. Le film révèle par ailleurs au monde celui qui allait devenir l'une des plus grandes stars du XXe siècle, Mel Gibson. The chain in those handcuffs is high tensile steel. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you can hack through your ankle in 5 minutes. Go. La légende, entretenue par l'acteur lui-même, veut qu'il se soit présenté à l'audition au lendemain d'une bagarre dans un bar et que son air amoché et dépenaillé lui ait fait décrocher le rôle. Des témoignages de membres de l'équipe de production remettent légèrement en doute cette anecdote, mais tout le monde s'accorde en revanche sur un point. Le jeune homme tout juste entré dans sa vingtaine est déjà une star. Son apparition à l'écran participe d'ailleurs de l'écriture du mythe. Une course-poursuite s'engage entre un couple de chauffards tarés et ce qu'il reste des forces de police dans un pays en plein effondrement. Max Rokatansky, c'est le nom complet du personnage de Gibson, suit la progression des véhicules sur sa radio. La caméra ne dévoile le personnage que par bribes jusqu'à son entrée dans le rodéo. Vêtu de cuir, le regard bleu électrique, un mélange de maturité et de beauté insolente lui donne 10 ans de plus. Mel Gibson brûle la pellicule par les deux bouts, atout de taille d'un film peu avare en sensations fortes. Le monde de Mad Max dessine un chaos pré-apocalyptique, toujours aussi tangible plus de 40 ans après sa mise en chantier. Rempli à ras-bord d'idées géniales de mise en scène et de montage, le film est aussi intense que le fut son tournage en mode guérilla. Il atomise ses références et l'idée même d'une quelconque concurrence. Et surtout, il crée de toutes pièces un personnage iconique, un pistolero errant dans un futur en forme de retour à une galaxie de civilisation primitive. Dans tous les films suivants, Max restera ce héros revêche, engagé du bon côté presque malgré lui, apportant au final son secours avec un zèle kamikaze. Ce premier épisode de Mad Max connaît une sortie complexe chez nous, en France. D'abord, il est classé X à cause de sa violence, et il doit donc se contenter des réseaux de cinéma porno. Il faudra attendre quelques années pour que les autorités revoient légèrement leur copie et que le film puisse rejoindre le circuit normal, tout en restant, malgré tout, interdit aux moins de 18 ans et en se voyant amputé de 6 minutes. Mais le déclic, ce qui change la donne, c'est en réalité le succès de Mad Max 2. Regardez! Là-bas! Ils reviennent! Perdez les issues! C'est ici que tout va se jouer. La Légion Humungus vous salue! Dans un monde sans carburant. Humungus règne sur les terres désolées! Car le carton mondial du premier Mad Max enclenche illico un projet de suite bouclé en 2 ans et prêt à traumatiser le paysage global des années 80. Baptisé The Road Warrior aux États-Unis et Mad Max 2 Le Défi en France, cette séquelle impose une ellipse brutale à la temporalité de la saga. L'apocalypse est passé par là, les traces de végétation se raréfient, les survivants s'organisent en tribus nomades ou recluses dans des camps fortifiés. La violence, la folie des cascades et des explosions montent encore de plusieurs crans. Les antagonistes portent des tenues de catcheurs punk, la survie s'organise autour de machines bricolées avec les moyens du bord et le tournage est éprouvant, surtout pour les cascadeurs. L'un d'eux se casse une jambe à moto et a l'honneur de voir le plan de son accident figurer dans le montage final du film. Ces partis pris esthétiques, radicaux, ne vont pas seulement s'avérer payants commercialement, ils vont faire école. Le deuxième Mad Max entraîne dans la foulée de son plébiscite mondial une flopée de copies plus ou moins conformes, en Italie notamment, au point de créer une sous-catégorie du cinéma d'exploitation à part entière. Pendant plus d'une décennie, les vidéoclubs seront remplis de films bis où des punks vociférants s'entretuent dans des carrières abandonnées à bord de véhicules rudimentaires pimpés de façon à peu près futuriste. Je vous invite par exemple à aller, si vous le voulez, chercher quelques images du film Terminus, obscur ressucé de Mad Max avec Johnny Hallyday en rôle principal. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Entre la brûlure et la lumière,
Choisis la lumière. Oh, putain, la vache. Je sais même pas où est le démarreur. L'influence de Mad Max 2 se ressent d'ailleurs toujours dans la science-fiction cinématographique des années 2010 et 2020, obsédée par l'idée d'une fin du monde qui devient une sorte de miroir de ce que fut la conquête de l'Ouest américain. Les étendues désertiques de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie, où a été tourné Mad Max 2, portent à la fois un sentiment de familiarité et d'étrangeté hostile. Les communautés au cœur du récit rejouent à leur façon toutes les utopies, les trahisons, les espoirs et les déceptions sociétales contemporaines. Mais au-delà de toute métaphore, Mad Max 2 représente pour toute une génération qui le découvre à sa sortie un idéal de cinéma euphorisant, une quintessence du film d'action dont la direction artistique de Brick et de Broc incite à en reproduire les codes à la maison entre copains. En parallèle, le format VHS, la cassette, se démocratise au fil des années 80 et le diptyque Mad Max 2 devient un classique, un indispensable de toute vidéothèque se respectant un minimum. Mel Gibson enchaîne à cette période deux classiques de Peter Weir, Gallipoli et L'année de tous les dangers. Mad Max 2 commence à forger son image d'interprète de rôle extrême, à graver dans la pellicule son goût curieux pour les personnages sadisés, mutilés. Ça n'affole pas trop Hollywood, qui flaire la superstar mondiale et multiplie les appels du pied auxquels il finit par répondre. La troisième aventure de Max n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. Le binôme créatif Miller-Kennedy se concentre sur ses productions pour la télévision australienne jusqu'à ce tournant funeste du 17 juillet 1983. Ce jour-là, Byron Kennedy, pilote chevronné, est parti faire une virée en hélicoptère. Hélas, le moteur de son engin tombe en panne au-dessus du barrage de Warragamba, à côté de Sydney. Grièvement blessé, il meurt dans la nuit à l'âge de 33 ans. George Miller est sous le choc. Il passe de l'envie de tout envoyer bouler au besoin de transformer ce flot d'émotions négatives en acte créatif. Le réalisateur s'allie au producteur Doug Mitchell pour relancer la machine. Un troisième Mad Max est enclenché. Sous-titré « Au-delà du dôme du tonnerre », il est doté d'un budget 4 fois supérieur à son prédécesseur et a pour ambition de créer un véritable monde d'après. Une cité avec ses lois, ses codes, sa justice réglant les conflits par des duels à mort sous le fameux dôme du tonnerre, le Thunderdome. The world had been through a trial by fire, and only the greatest warriors and their deadliest enemies emerged from the flames. Who are you? Nobody. Oh, mister, I can feel it. The dice are rolling. He was the one they called mad. But he's just a raggedy man. But to those whose lives hung in the balance, Where's the waiting ones? Waiting for what? Waiting for you. he was the one they called hero. Ladies and gentlemen, boys and girls. Ce Mad Max 3, il ne va pas sans quelques problèmes. Dans le désordre, on peut citer une antagoniste jouée par Tina Turner, un gros tube qui fleure bon les années 80 et chanté par ses soins, We Don't Need Another Hero, dont le clip passe en boucle à la télé, un Mel Gibson doté d'une choucroute capillaire un peu à la Bon Jovi, une violence très atténuée, une deuxième partie centrée sur une tribu d'enfants, bref, autant d'éléments controversés que les fans de Max le Fou voient comme des concessions au divertissement grand public et qui font du Dôme du Tonnerre le film le moins aimé de la saga. Alors les arguments des déçus peuvent s'entendre, tout comme ceux des défenseurs d'un film qui gagne à être redécouvert au calme. Le troisième volet des aventures de Mad Max s'affranchit des codes du western pour bâtir sa propre légende, son propre univers dystopique. Les jeux du cirque croisent le steampunk, le langage se délite peu à peu. Les usages et expressions de la civilisation détruite perdent leur sens, se voient réappropriés de manière pragmatique et absurde. Faute d'autres moyens, la tradition orale remplace à la fois le divertissement et les informations. Dans la meilleure scène du film, la tribu d'enfants raconte à Max la légende d'un héros qui viendrait les sauver de leurs conditions, avec en soutien à leur histoire un assemblage de bâtons recréant la forme d'un écran de télé. S'il aide les enfants, Max finira par contre seul, ramené à son éternelle condition de cow-boy solitaire. En harmonie avec ce fond passionnant, la forme du troisième Mad Max témoigne elle aussi de mutations stimulantes. La mise en scène de George Miller gagne en puissance et en furie. Dans une scène devenue culte, au cours de laquelle Max affronte un colosse sous le dôme du tonnerre, on passe de la brutalité la plus crasse à une forme unique de chorégraphie déglinguée où le héros dompte la gravité et les éléments.
Tout au long du film, différentes visions du nouveau monde s'entrechoquent sur les ruines de l'ancien. Max ressemble de moins en moins à un personnage fixe, de plus en plus à l'incarnation d'une idée. Il faut survivre, certes, mais pas au prix de son humanité. Cette idée, elle va flotter dans la filmographie de George Miller dans les 30 années qui séparent le 3e du 4e épisode de Mad Max. La plupart des personnages qu'il développe vont tous vivre des apocalypses à leur échelle, traverser des déserts et des obstacles. C'est le cas des parents dans le drame Lorenzo, de Babe le cochon et des manchots empereurs de Happy Feet. Car oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, surtout pour les deux derniers cités, c'est bel et bien George Miller qu'on retrouve derrière ces aventures qu'on imagine à milieu de celles de Mad Max. Pourtant, comme dans la saga post-apocalyptique, l'issue heureuse de l'histoire n'efface pas le choc du périple et n'amène qu'une respiration a priori provisoire. Tout reste à réécrire et à réinventer, comme vient le prouver une bonne fois pour toutes Mad Max Fury Road en 2015. Un quart de siècle de développement au total, au point que les fans avaient fini par renoncer à l'idée de voir le film se faire un jour, puis une fois le projet validé, de multiples faux départs, un tournage déplacé en Namibie et une post-production qui s'avère plus complexe que les 3 premiers films réunis, autant dire donc que ce 4e volet part avec du plomb dans l'aile, le tout sous la supervision d'un cinéaste approchant désormais les 70 ans. Âgé, malmené par l'industrie, le réalisateur va-t-il se retrouver dépassé par la tâche ? Ce serait bien mal connaître George Miller. Le principe de ce 4e film lui vient dès 1987. Fury Road sera essentiellement une longue poursuite ininterrompue, un récit en apparence simple, pensé comme un retour à la force d'évocation du cinéma muet, où toutes les informations scénaristiques sont bombardées par la seule image. Les dialogues sont de toute façon en grande partie incompréhensibles. Le monde de Mad Max est désormais post-apocalyptique. Ses habitants s'expriment dans un anglais barbare et truffé de néologismes, de références à des marques et un pot-pourri de multiples religions. Hey Martin, if I get on the rig, there's a way inside. What is your name? It's Knox. I'll pike her in the spine. Keep her breathing for you. No. Put a bullet in her skull. Stop the rig. Return my treasures to me. And I myself will carry you to the gates of Valhalla. I'm not awaited. You will ride eternal, shiny and chrome. Passé une poignée de phrases en introduction, Max lui-même ne parle que par grognement ou simples mots lâchés à la sauvette. Le personnage est désormais incarné par un Tom Hardy à l'état sauvage, portant visiblement dans sa performance la pression d'un tournage intense et demandeur. Mel Gibson, lui, accuse à la fois le poids des ans et les vicissitudes d'une phase particulièrement chaotique de sa carrière. Acteur et réalisateur vénéré dans les années 90, il est rattrapé la décennie suivante par sa légende de mauvais garçon qu'il aime tant alimenter. Ses problèmes avec la boisson, sa violence et ses débordements racistes et antisémites sont exposés en place publique et le contraignent à sa propre traversée du désert. Il ne sera donc pas de l'aventure Fury Road. Peu importe, puisque l'attention se déplace vers la construction d'une deuxième figure héroïque cardinale. Furiosa, avec son crâne rasé, son bras mécanique, son interprétation magistrale par une Charlize Theron transfigurée en véritable machine de guerre. Le début du film la montre sous la coupe d'un despote local, Immortan Joe, joué par Hugh Keays-Byrne, qui incarnait déjà le principal antagoniste dans le tout premier Mad Max. Furiosa trahit ce salopard en chef, entraîne les femmes du tyran dans son évasion pour retrouver les terres fertiles de son enfance où subsisteraient encore des traces de verdure. En cavale, lui aussi, Max s'impose à bord et finit par épouser leur cause. Les détracteurs du film n'ont pas manqué de lui reprocher une écriture dramatique simpliste, consistant dans ses très grandes lignes à aller d'un point A à un point B, puis à revenir au point A. Mais même la plus grande des mauvaises foi ne pourrait nier l'expérience visuelle sidérante de Mad Max Fury Road, la folie absolue de ses scènes d'action, le talent monstrueux de ses cascadeurs. Et pour qui n'accepte ne serait-ce que la moitié de ses partis pris, le film agit comme une tornade, quelque part entre l'attraction de fête foraine conçue par un génie du mal et l'impression de redécouvrir le cinéma pour la première fois.
Si Mad Max Fury Road fait chavirer les critiques et les publics du monde entier, le film de George Miller rencontre en revanche un succès modéré en salles obscures. Il décroche 10 nominations aux Oscars 2016, où il s'incline dans les catégories reines face à Spotlight et à The Revenant. Fury Road décroche néanmoins 6 récompenses techniques, dont la statuette très méritée du meilleur montage pour Margaret Sixel, qui n'est autre que Madame George Miller à la ville. Avec une dizaine d'années supplémentaires dans les jambes, le cinéaste s'attaque donc maintenant au 5e film de son univers cinématographique phare. Furiosa se consacre à la jeunesse de l'héroïne de Fury Road, incarnée cette fois-ci par Anya Taylor-Joy. Le passage de relais entre elle et Max était entériné dans les derniers plans du 4e film, et avec lui, le virage scénaristique le plus intrigant d'une saga parmi les plus importantes de la science-fiction des 50 dernières années. Furiosa est en salle le 22 mai, et selon l'expression désormais consacrée, soyez témoins. Merci à François Caux qui signe le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos plateformes préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.